Mesdames, Messieurs, merci infiniment à tous et à chacun de vous de votre fidélité d'écoute à votre média Afro-Web TV. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora avec nos invités de marque. Chaque mercredi et chaque samedi, la parole est donnée à la diaspora. Vous pouvez également participer à ce débat sur le +1 319 462 89 79. Que pense la diaspora sur les sujets d'actualité et quelle est la vie de la diaspora? Et voilà donc, vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Il y a de cela quelques jours ou quelques heures, je dirais donc, on a eu toute l'information qu'il y a eu un soupçon de tentative de coup d'État au Burkina Faso. Et tout à l'heure, en première partie, M. Yampapou en parlait du cas du Burkina également. On va revenir de loin en large également dans cette émission. Pour ceux qui viennent de rejoindre la grande famille des téléspectateurs, surtout des amis internautes sur YouTube, sur Afro-Web TV, nous sommes avec M. Yampapou Yambouam, analyste politique et membre de la société civile. Nous sommes également par duplex avec M. Ben Djagba, acteur politique africain résident à la diaspora. Déjà, il y a le téléphone qui sonne. La personne va rester donc en ligne. On va le garder comme ça pour aborder donc la seconde partie. Alors, je vais me permettre de partager avec les téléspectateurs le communiqué du parquet militaire du Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, le 8 janvier 2022, le parquet militaire de Ouagadougou était saisi par dénonciation d'un membre de la bande d'une allégation de projet de déstabilisation des institutions de la République qui projetait un groupe de militaires nantis. De cette information, nous avions instruit la police judiciaire militaire d'ouvrir une enquête circonstanciée pour élucider cette affaire. Ainsi, à la date du 11 janvier 2022, 8 militaires ont déjà été interpellés et interrogés pour les besoins de la cause. À l'issue de cette étape, une suite sera donnée à cette procédure conformément aux règles de procédure dans le strict respect de la présomption d'innocence et du droit de la défense. Nous avons un auditeur en ligne, vous le savez tous, et l'auditeur est toujours avec nous. Auditeur, bonjour. Téléspectateur, bonjour. Allez-y pour votre intervention. Nous sommes en deuxième partie et nous parlons également du cas du Burkina Faso. Quel est votre point de vue? Bon, moi, j'aimerais intervenir par rapport au Mali. Allez-y, vous avez une minute. Aujourd'hui, nous donnons donc le temps aux téléspectateurs également, puisque nous sommes dans une émission interactive. On vous donne quand même le temps de parler, pendant 2 minutes, de parler du Mali, vu que nous avons déjà clôturé cette étape, cette première partie de l'émission. Allez-y. Merci. Moi, c'est M. Combaté. J'aimerais participer, j'aimerais dire quelque chose par rapport au Mali. Et je pense que les présidents ouest-africains sont en train de jouer au jeu de la France, ce que la France a fait en Côte d'Ivoire avec Gbagbo, en créant un manque de liquidité à la Côte d'Ivoire afin de l'asphyxier économiquement et faire soulever le peuple contre lui. C'est la même chose qu'ils ont voulu faire, qu'ils veulent faire au Mali. Et moi, je trouve que les Maliens, à un moment donné, doivent comprendre qu'ils doivent sortir du franc CFA. Mais tout en étant dans la CEDEAO, ils peuvent sortir du franc CFA. La Guinée ne fait pas partie de la zone franc. Mais elle est dans le franc. Elle est dans la CEDEAO. Si vous allez voir les sanctions qu'ils ont infligées, le Mali, les sanctions du Mali sont plus lourdes et fâcheuses que celles qu'on a infligées à la Guinée. Donc moi je trouve que Assimi Goïta aujourd'hui doit prendre les taureaux par les cornes et commencer déjà par préparer leur propre monnaie. Je sais que ça ne sera pas facile, mais je pense que les Maliens doivent décider et doivent savoir que c'est la seule option actuellement. Sinon, ils vont les assister jusqu'à ce qu'ils ne craquent. S'il n'y a pas de liquidité, c'est fini, le pays est à terre. Donc, moi, à mon avis, les Maliens doivent savoir qu'ils doivent sortir du franc CFA. Ils doivent déjà commencer par se préparer. Merci pour votre intervention. On a saisi votre position également. Ça fait plaisir de vous écouter. Merci de nous appeler le plus souvent. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Si c'est maintenant vous rejoignez la grande famille des téléspectateurs, nous parlons du soupçon de tentative de coup d'État au Burkina Faso.
Monsieur, vous êtes tellement incité, monsieur Papouya Bama. Votre lecture que vous faites de cette situation? C'est regrettable parce que on n'a rien mis comme information pour nous permettre d'apprécier le caractère sérieux de cette tentative de coup d'État. Et un coup d'État qu'on dit avoir eu vent depuis le 8 ou bien c'est le 6, je ne me souviens plus. J'ai suivi les informations sur le Burkina. Et voilà, c'est finalement, on commence par arrêter les gens. Et jusque-là, il n'y a aucune information que le parquet a lâchée. C'est-à-dire que, normalement, pour qu'on soit sûr que c'est un coup d'État, comme ils ont été au courant depuis le 8, on devrait pouvoir, par exemple, mettre à notre disposition des informations, des plans, d'accord, de préparation de coup d'État. Il n'y a pas de coup d'État sans plan de préparation, c'est pas possible. Selon les informations, il y a un colonel mis à la tête. Mais c'est pas parce que c'est un colonel qui est à la tête de quelque chose qu'il faut dire que... Non, ça ne constitue pas le plan. C'est-à-dire que quand vous accusez quelqu'un d'un coup d'État, vous devez être en mesure de venir dire voilà le plan, voilà les acteurs, voilà les dates. C'est ça, un plan de coup d'État. C'est minutieusement préparé. Ce n'est pas un truc on se lève comme ça ou par un coup de tête, on se lève, on vient, on fait un coup d'État. Non. Et ces informations-là qu'ils ont ouvertes depuis le 8 devraient quand même, au jour d'aujourd'hui, leur permettre d'avoir de telles informations. Mais si on se permet juste de nous informer que des militaires ont été arrêtés, moi j'ai tout à fait l'impression que c'est peut-être un coup de palais pour peut-être juste éviter quelque chose dont on a peur. Et vous savez, quand c'est pour protéger leur pouvoir seulement, ça seulement, ils réagissent promptement, ils savent ce qu'il faut faire. Mais quand c'est pour aller protéger les populations, et etc., là, et ça, ils ne savent pas quoi faire. Donc, moi, jusque-là, j'attends des éléments précis qui peuvent effectivement m'amener à croire que, effectivement, il y a eu tentative de coup d'État. Monsieur Ben Djaba, êtes-vous de même avis que Monsieur Mpapou? Je pense que Monsieur Yampabou et moi sommes sur cette même longueur d'onde pour la simple raison, il avait dit en substance l'effet de Jerry John Rawlings qui a pris le pouvoir au Ghana, qui a reconstruit le Ghana, la constitution, qui a reconstruit la constitution ghanéenne. Donc pour moi, un coup d'État en Afrique, ça va être d'une importance capitale parce que un militaire après tout, après son rôle patriotique, est un composant de cette même société et qu'il faille que les militaires, c'est à eux, quand ça ne va pas dans une cité, c'est eux, c'est l'armée qui doit venir quand même rétablir l'ordre. Donc parlons de coup d'État très nécessaire, s'il le faut. On a vu ce qui s'est passé au Togo avec Pacha Nyasimbe qui est aujourd'hui en prison. Ils ont fomenté un coup d'État, comme quoi il a voulu quand même faire un coup d'État. On sait ce que c'est, nous tous savons aujourd'hui ce que c'est, tout ce cinéma que nous avons vu. Et donc, je pense que c'est quand ça devient très dur que les durs doivent commencer. Et que je lance un appel aujourd'hui à l'armée africaine, à l'armée de ces pays francophones, de revenir à eux-mêmes. Je parle surtout de l'armée togolaise et de l'armée ivoirienne, de faire quelque chose. Parce que quand ça ne va pas vis-à-vis
les situations dans lesquelles vivent aujourd'hui nos peuples, c'est à l'armée. Il va falloir qu'on ait un brave pour pouvoir rétablir l'ordre. Ce n'est pas pour inciter, par exemple, au coup d'État au Togo, de la manière dont vous parlez. Je n'ai pas parlé de coup d'État, j'ai dit, et je le redis, j'ai dit, il faut que l'armée revienne à ses raisons pour prendre les choses en main. Je n'ai pas parlé de coup d'État. Ok, merci. Et si vous voulez le signifier ainsi, chapeau à vous. Je suis franchement d'accord avec vous, mais ça ne viendra directement pas de moi. Et donc, nous avons tous vu ce qui s'est passé en Guinée, en République centrafricaine, au Mali. Et ce domino de l'emprise française ou bien colonialiste en Afrique, et précisément dans ces pays francophones, est en train d'être défait. Et c'est pour très bientôt, une fois encore, au regard des résultats que nous avons vus au niveau de la MINUSMA. Et l'enjeu pour le Mali aujourd'hui, c'est de chercher aujourd'hui des partenaires capables de raser les terroristes dans la sous-région. Et donc, pour ce qui s'est passé au Burkina Faso, j'ai pris 8 vents de ces actes, je pense, c'était dimanche. Oui. Mais je pense, sincèrement, je pense que ça ne va, quand ça ne va pas, il faut que les durs commencent. Et nous avons des gens, des corps habillés dignes de ce nom, très fiers, qui doivent quand même venir au secours pour leur peuple. Et il ne faut pas qu'ils attendent. Je les appelle à intervenir, à rétablir l'ordre. C'est quand ça devient dur que les durs doivent commencer. Je vous remercie. Oui, mais monsieur Mpapou Nyambouamangala, qu'est-ce qui pourrait expliquer si jamais il y avait un coup d'État au Burkina Faso? Est-ce que cela pourrait avantager dans ce cadre précis où on sait que la situation est instable en ce moment au Burkina Faso? Vous savez, Moïse, ce gouvernement d'Europe, Christian Kaboré, a eu toute la bénédiction de la population du Burkina Faso pour remettre de l'ordre, pour reconstruire le pays, pour faire en sorte que la page de Blaise Compaoré soit définitivement tournée. Mais la seule chose que ce président a réussi à faire avec ses gouvernements successifs, c'est de donner le sentiment aux Burkinabés qu'ils ont eu tort de s'être débarrassés de Blaise Compaoré. Je vous dis, dans ce pays-là, rien ne va, sur aucun plan, rien ne va. Rien, absolument rien. À part sur le plan médiatique où on donne un semblant de liberté aux médias pour dire ce qu'ils pensent, il n'y a rien. Les populations ne trouvent pas à manger. Les déplacés internes, je vous dis, même là où on a casé les déplacés internes, il n'y a même pas d'eau. Oui, monsieur Mpapou, cela pourrait conduire à un coup d'État aussi facilement. Mais, le coup d'État vient généralement comment? C'est quand, à un certain moment donné, les gens sont asphyxiés, il n'y a plus de solution nulle part et tout ça là, que les militaires profitent pour arriver. Sincèrement, dans ce pays-là, s'il faut dire la vérité, c'est parce que nous avons peur que l'aile de Blaise Compaoré soit celle-là qui fasse le coup d'État et qui revient mettre Blaise Compaoré en scène. Voilà pourquoi nous avons fait tout pour que ça n'arrive pas. Sinon, les conditions sont plus que réunies pour faire dégager ce monsieur-là. Il ne voit absolument rien. Tout ce que Thomas Sankara a fait, il est venu remettre tout à terre. Monsieur Mpapou, conduire un pays n'est pas aussi facile. Mais c'est quoi conduire un pays? Si des gens qui ne sont pas allés à l'école ont pu accéder au pouvoir et ont tenu des pays pendant des décennies.
Toi qui allais à l'école, c'est toi maintenant qui ne peux pas conduire. C'est quoi conduire un pays? C'est pas je ne sais pas quoi. Tu es entouré de techniciens, de gens qui ont étudié, qui savent ce qu'il faut faire dans tous les domaines. Il faut seulement savoir manager. On a un déficit de leaders en Afrique. Et le Burkina Faso aujourd'hui est la caractéristique parfaite de ce manque de leadership. Voilà, ce monsieur-là, il a permis qu'un petit comme Macron arrive au Burkina pour insulter les Burkinabés. Vous pensez que du temps de Thomas Sankara, Macron aurait pu? Vous prenez Assimi Goïta, quand Macron voulait aller tout de suite, il lui a donné les conditions. Si tu veux arriver au Mali, voilà les conditions. Il a trouvé que, mais, il ne pouvait pas aller. Il a prétexté que en France, il y a Covid. Il ne savait pas qu'il y avait Covid quand il préparait d'aller au Mali. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas préparer tout pour des gens qui arrivent, on leur donne tous les moyens, et puis, par leur lâcheté, par leur incompétence, ils remettent le pays dans une situation de chaos généralisé. Moi, je suis ici, je ne peux pas vous dire combien de gens je prends en charge au Burkina Faso du fait de cette crise sécuritaire. Mais, monsieur Moïse, comment vous allez comprendre qu'au Burkina Faso, ce soit des volontaires pour la défense de la patrie qui escortent des convois militaires? Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est-à-dire que des gens, des civils, qui ont dit, trop c'est trop, nous allons défendre notre patrie, et on nous fait comprendre que lorsque l'armée veut aller quelque part là, ce sont ces civils-là qui viennent d'abord se mettre devant pour que l'armée puisse suivre. Je vous donne une image pour que vous compreniez jusqu'à quel point ce monsieur a mis le pays. Monsieur Benjaba, merci également d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes un acteur politique, vous à la place de Marc Kaboré. Si on vous donnait par exemple le Togo en ce moment, comme monsieur Yampapou disait qu'on avait donné le Burkina Faso à Christian Marc Kaboré, que ferez-vous à la place de Christian Marc Kaboré? Disons qu'on vous donne le Burkina Faso, que ferez-vous? Je pense que d'abord, ce leadership manque beaucoup au sein de certains de nos aînés, peut-être un frère tel que Christian Kaboré. Je vous l'ai dit, je connais très bien le Burkina, j'y ai vécu dans les années 90, où j'ai fait mes études supérieures. Mais revenons au Togo. Je ne sais pas s'il y a 2 semaines de cela, par exemple, revenons au Togo. Fonya Singbe qui part plaider au niveau des bailleurs de fonds que ça ne va pas au Togo et qu'il a besoin des prêts et qu'il va tout et tout faire pour quand même pouvoir les rembourser. Monsieur Moïse, nous sommes aux États-Unis, j'y suis aussi comme vous-même, de même que monsieur Yampabo. Convenez avec moi qu'aujourd'hui, c'est un problème de leadership en Afrique. Si on se met à aller faire la courbette dans les pays occidentaux pour demander de l'argent, le lendemain, on s'achète des chars, des avions. On n'arrive pas à manager d'abord le peu que nous avons. Nous partons encore prendre pour payer ces mêmes occidentaux fermés la bouche de certains diplomates pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. N'est-ce pas un problème de leadership? Donc, c'est-à-dire, quand vous avez une voiture qui tombe de temps en temps en panne et que vous partez acheter une autre voiture et ça tombe en panne, c'est qu'il faut voir le chauffeur qui est en train de conduire cette voiture. Il y a un problème. Soit le choix de la voiture a été très mal fait, soit vous avez un mauvais chauffeur. Et l'Afrique en regorge aujourd'hui. Ces gens de mauvais qui, malheureusement, sont en train de conduire l'Afrique vers le gouffre.
Donc, Christian Kaboré a manqué à cette confiance que le peuple burkinabé, un peuple vraiment intègre, quand un burkinabé te fait confiance, M. Moïse, c'est qu'il te fait confiance et il marchera avec toi. Mais jamais, il ne faut pas le trahir. C'est ce que j'ai appris de ce peuple. Qu'est-ce qui peut fragiliser un pouvoir comme celui de Marc-Christian Kaboré, M. Benjaba? Mais quand ça ne va pas, quand vous parlez, vous avez une armée, vous voyez la sécurité des peuples qui est constamment menacée. Il a dit, si j'ai dans ma maison un papa qui ne peut pas assumer son rôle de papa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le remplacer. Je dirais à ma maman, maman, il faut le remplacer. Il n'a pas ses couilles. Raison de plus, le peuple a l'ultime veto, a le plein droit aujourd'hui de dire non. Et je pense que lui-même, il le sait, Christian Kaboré le sait aujourd'hui, qu'il est vomi par ce peuple. M. Yampabou l'a dit au début, j'étais presque du côté de Christian Kaboré, disant que ouais, il a vécu tous les deux côtés et d'une dictature. Il connaît aussi la misère du peuple, il peut faire mieux, mais non. La population du Burkina est constamment menacée, ça ne va pas. Donc, que fait la France au Burkina? Et donc, si ça ne va pas, je pense que c'est le moment pour l'armée burkinabé de prendre la relève. Si Christian Kaboré ne peut pas assurer la sécurité de son propre peuple, ben on doit le dégager. C'est pourquoi j'ai fait ce paradoxe entre une voiture neuve et un chauffeur qui ne fait que mal conduire la voiture. Alors, M. Mpapou Yembouama, dites-nous clairement, est-ce que vous sentez que M. Christian Kaboré pourrait à un certain moment démissionner ou ne pas, ou carrément, dans un cas de mesure, être remplacé, comme vient de le dire M. Benjaba? Et quelle est la conclusion que vous faites pour cette deuxième partie de notre émission? Malheureusement, la dignité a longtemps quitté certaines personnes, certains Africains. On dirait que certains Africains sont nés le jour de la honte. Et c'est le cas de Christian Kaboré. Parce que ce que son peuple vit, et qu'il est conscient qu'il n'est pas capable de régler leurs problèmes, le bien le plus précieux qu'il aurait pu faire à ce peuple-là, c'était de partir. Parce que quand votre présence est égale à votre absence, on ne voit pas. C'est quoi la différence? C'est comme justement les Français au Mali, qui pendant 10 ans ont fait en sorte que le terrorisme s'est métastasé, est devenu une gangrène généralisée. À qui on demande encore de partir et les gens ne veulent pas partir. Donc si vraiment Kaboré pouvait de lui-même rendre le tablier pour dire aux gens sincèrement, je voulais bien, mais la situation me dépasse, ça aurait été mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais le Burkina contrôle encore quelle partie du territoire, disons-nous la vérité. Quand vous prenez la région de l'Est, de la Kompienga jusqu'à Pama, ce sont les terroristes qui contrôlent. Quand vous prenez l'axe de Fada jusqu'à la Tapua, frontière Niger, c'est entre les mains des terroristes. Quand vous prenez le centre, c'est les terroristes qui contrôlent. Quand vous prenez le Sahel, ça on ne parle plus. Je vais vous raconter une histoire. Il se peut que vous la connaissiez déjà. Il y a un VDP, c'est-à-dire volontaire pour la défense de la patrie, qui était vraiment très réputé, très reconnu partout dans le pays,
et qui s'est donné vraiment corps et âme pour la défense du Burkina Faso. Il s'appelait Ladji Yoro ou quelque chose comme ça. Voilà des gens qui ont pris la responsabilité de défendre le pays et ils ont toujours posé les problèmes de moyens. Et un jour, voilà, il y a seulement 2 semaines, l'État burkinabé leur demande de venir à Ouagadougou pour qu'on puisse leur donner de l'argent, de quoi payer leurs hommes. Et l'État affrète un hélico pour aller assurer leur sécurité pour Ouagadougou. Maintenant, ces messieurs arrivent, ils prennent l'argent et ils se remettent en route pour repartir chez eux. Et finalement, l'hélico qui devait les escorter n'a plus décollé. L'hélico n'a plus décollé pour escorter ce monsieur-là et ses hommes. Et voilà, chemin faisant, ils sautent sur une mine et ils sont pris en tenaille par les terroristes. Vous savez combien? Plus d'une quarantaine de personnes, lui et ses hommes, aucun survivant. L'armée n'a pas pu venir à leur aide. Et l'argent qu'on leur a donné est tombé entre les mains des terroristes. Mais, monsieur Moïse, vous pensez que c'est un acte anodin? Vous pensez que c'est une pure coïncidence? C'est organisé au plus haut niveau de l'État. Peut-être que les terroristes ont appelé Kaboré pour lui dire, si tu ne sacrifies pas le monsieur là et son équipe, on va venir t'assassiner. Ce monsieur-là, parce que tel que ça s'est passé, on est obligé de penser jusque-là. Parce que comment vous pouvez affréter un hélico pour aller faire sortir les gens de chez eux? Et au moment maintenant, vous leur donnez l'argent. Au moment même où vous devez les escorter, vous ne les escortez plus. Et on les assassine tous en cours de route. Il n'y a que ce monsieur, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, a refusé de s'assumer. Il y a aujourd'hui des militaires dans l'armée burkinabé qui refusent de travailler. Voilà le résultat. Et il n'a pas le couilles de les mettre de côté. Monsieur Yampapou, on va recevoir très rapidement cet auditeur avant de vous donner encore 1 minute pour votre conclusion. Rapidement, vous savez que cette émission, c'est une émission interactive que vous pouvez nous appeler même sur WhatsApp. Oui, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez nous appeler sur le numéro direct. Téléspectateurs, bonjour. Ou amis internautes, bonjour. Oui, vous nous appelez d'Italie, allez-y, donc on vous écoute. Vous avez 3 minutes, merci. Ok, vraiment, l'émission, je l'ai prise en cours. Je vois que tout ce qui concerne nos dirigeants africains, nous sommes aujourd'hui en mesure de donner notre point de vue, nos points de vue, sincèrement, à propos de leurs agissements. Et moi, le point de vue que je voulais donner, c'est que nous avons tellement d'intellectuels, nous avons tellement de jeunes. Vu mon âge, je crois que je peux appeler certaines personnes des jeunes. Nous avons tellement de jeunes qui sont intellectuels. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Moi, je crois que ce qu'il faut à l'Afrique, c'est les changements de régime. Si on passait à des régimes parlementaires, qu'on essaye cette doctrine un peu, pour voir. Parce que déposer le pouvoir dans la main des Noirs, il prend ça comme sa chambre, son salon, et puis sa cuisine. Imagine le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire même est géré. Les militaires sont dans sa main. Ce gars-là, s'il s'en va demain se prostitue, excusez-moi le terme, dans la main du colon, c'est tout un peuple qui en souffre. Moi, ce que j'aurais proposé quand même, en termes de débat, est-ce que les Africains, nos dirigeants, pourquoi nous les Africains, on ne passe pas à des régimes parlementaires? Comme en Italie où je suis,
Après quelques mois, il y a une période d'évaluation. On fait un test. Si ça ne va pas, allez, on va au Parlement et puis on te fait sauter. Dieu sait combien de gouvernements ont sauté en Italie ici. Parce que le pouvoir, il y a un président, certes, mais il a un titre honorifique. C'est un président qui est juste là, il a le dernier mot, mais c'est le Premier ministre qui dirige le gouvernement et qui dirige le pays. Et quand c'est comme ça, notre système présidentiel qu'on a pris sur la France vraiment nous tue. On n'est pas prêt et on n'a pas la mentalité de vraiment. En France, ils peuvent faire leur régime. Quelqu'un peut insulter Macron aujourd'hui, ça ne va pas quelque part. Macron ne peut pas se permettre certaines choses. Mais en Afrique, un président, c'est comme un dieu. Si on changeait de régime, je crois que tous ces bavardages-là, ça allait cesser. Et moi, je crois que c'est la proposition que je fais. Que tous jeunes, tous nos intellectuels, tous ces grosses têtes vraiment qu'on voit, qui sont vraiment instruites, si vraiment l'Afrique pensait un peu à changer de régime, l'Afrique francophone surtout, passons à autre chose, les régimes parlementaires. Les histoires des présidents là, ça prend tellement, quand il est président, c'est toute sa famille qui gouverne. Le peuple n'est plus rien. Moi, c'est ma proposition, voilà pourquoi j'ai appelé. Merci Changer beaucoup. un peu de régime. Merci. On va éviter tout ça là. Merci à vous. Alors, monsieur Yompapou Yambam, encore une minute pour conclure cette émission. Votre conclusion, très rapidement. Oui, je crois que ce que le téléspectateur dit a tout son sens. Mais encore faut-il que, même dans ce régime parlementaire-là, justement les députés soient des gens conscients. Et quand c'est des députés comme les gens de chez nous, bon, le pouvoir qui arrive donc avec la majorité, c'est-à-dire tout ce que le président veut, ça passe tout simplement comme une lettre à la poste. Donc moi je pense que c'est une question d'abord d'intégrité morale et intellectuelle et il va falloir que chaque Africain prenne effectivement ses responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. Tant que nous n'allons pas comprendre que nous avons un rôle à jouer et que nos pays vont au-delà de la personne du président que nous protégeons, ça ne va jamais marcher. Donc moi, en termes de conclusion pour cette émission-là, je dirais que Marc-Christian Kaboré doit se ressaisir. Aujourd'hui, il a réussi à travers la nomination d'un premier ministre qui a le respect de tout le peuple burkinabé à faire en sorte qu'il y ait eu une certaine accalmie, mais qui ne se détrompe pas. J'allais dire qu'il se détrompe. Ce n'est pas un béni oui-oui qu'on accorde justement parce que tout simplement il a trouvé un premier ministre à qui l'on n'a absolument rien à reprocher. Il doit impérativement s'attaquer aux dossiers chauds. Il y a des dossiers de corruption qui depuis longtemps dorment, déjà ficelés. Et on nous fait comprendre que le pays n'a pas les moyens pour juger ces dossiers-là. Mais Moïse, comment est-ce que vous pouvez comprendre ça? On va revenir dans d'autres débats. Ensuite, Oui. il va falloir qu'il assume ses responsabilités de chef suprême de l'armée. On n'est pas chef suprême de l'armée dans la bouche. Comment se fait-il que dans l'attaque, par exemple, d'Inata, les enquêtes révèlent que non seulement le délai était dépassé pour relever les militaires qui étaient là-bas, mais ensuite, il n'avait même plus de provisions, c'est-à-dire qu'il n'y avait même plus de nourriture. Et vous êtes chef suprême de l'armée, vous n'êtes pas au courant de ça. Ça, c'est un problème sérieux. Et normalement, en tant que chef supérieur de l'armée, il devait être le premier à démissionner. On a vu, il a mis certains à côté. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'ait pas été informé? Il doit le faire. Et aujourd'hui, l'assassinat de l'AG vient montrer encore une fois qu'il n'a pas pu reprendre la main.
Parce que je suis sûr quand même que c'est lui qui a décidé de faire payer ces gens-là. Et il a donné l'ordre qu'on les escorte par hélico. Pourquoi l'hélico ne les a pas escortés au retour? Troisième chose, les personnes déplacées ont quand même ce minimum de droit-là de vivre décemment. Il faut que l'État, à défaut de les ramener quand même chez eux, les mette quand même dans des conditions acceptables pour qu'ils puissent tenir. Et je pense que tant qu'il ne va pas travailler à résoudre tous ces problèmes-là, à résoudre les problèmes de justice et tous les autres là, où aujourd'hui le terrorisme profite de l'état de délabrement achevé, je ne dirais pas avancé, des routes, il n'y a pas de route par exemple dans l'est du Burkina. Toute la région de Fada, toute la région de l'est, vous ne trouverez aucune route praticable. Il n'y a pas, les hôpitaux n'ont pas de médecins. Et ça, c'est des conditions qui prédisposent à des coups d'État. S'il ne veut pas être renvoyé par un coup d'État, il va falloir qu'il règle tout ceci, qu'il remette les préoccupations des populations, en tout cas au centre de son combat. Merci, M. Mpapo, pour votre conclusion. Ce sera votre dernier mot. On va reprendre un auditeur, un téléspectateur qui attend depuis. Téléspectateur, bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour. Merci pour le temps d'antenne que vous me donnez. Salut à nos panélistes. Oui. Je voudrais intervenir dans le même sens, aborder dans le même sens que le dernier intervenant. Et en allant de là, non seulement pour dire que non seulement nous devons penser au changement de régime, et c'est pour cela que nous exhortons M. Diagba, par exemple, à accepter de discuter avec le régime en place pour obtenir certaines concessions. Ça, c'est entre parenthèses, même si vous n'êtes pas dans cette logique. Et au-delà encore, nous interpellons les intellectuels, parce que pour amener les gens à prendre une certaine conscience, amener et faire l'éveil de conscience de nos citoyens, nos concitoyens, dans le sens à nourrir un amour fort pour la patrie. C'est ce qui nous manque. Parce que, vous voyez, le problème se pose depuis, je ne sais pas combien d'années, les années 1400, on va oublier ça. Les années 60, les années des indépendances. Tous, pratiquement tous les pères des indépendances ont été assassinés. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'eux luttaient, ils travaillaient contre le peuple. Et ils ont été assassinés par qui? Par leurs propres frères. Par les gens de même peau, de même culture. Et pire, les gens avec qui ils mangent ensemble dans le même plat. Mais ces dirigeants qui ont été assassinés, ils ne travaillaient pas contre le peuple. Mais quelqu'un derrière vient et le tue. Comment on peut expliquer ça? Donc c'est là que nous interpellons nos historiens, nos sociologues, nos anthropologues, vous voyez, à éditer des documents, ne serait-ce pour les enseigner dans les écoles. Mais je ne sais pas pourquoi, nous, quand on était encore enfant, on étudiait quoi, le civisme. Mais même si c'était axé sur le parti unique, mais ça donnait peut-être un élan de patriotisme. Vous voyez, c'est là. On peut commencer par là, parce que ça doit commencer des bas âges. Ouais. Pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire le procès de Thomas Sankara. Qu'est-ce qui bien peut justifier l'assassinat de Thomas Sankara? J'avais posé la question dans une émission de savoir s'il y avait un problème interne au Burkina Faso, parce que c'est, pour m'excuser le terme, c'est bête. Sankara était là, il faisait une révolution pour, comment l'appelle-t-on, la dignité de l'homme intègre au Burkina Faso, pour le bien-être de la population, et puis on le tue. Comment cela peut s'expliquer? C'est là qu'il nous faut vraiment, c'est-à-dire faire du travail de fond, et expliquer le patriotisme. Regardez un peu ici les États-Unis. Cherchez à avoir un problème avec un Américain, il se connaît pas, il va le défendre même avant de savoir ce qui se passe. Rentrez chez nous, il faut chercher à avoir un problème avec le Libanais, vous allez voir. On défend le Libanais même avant, mais il ne dit pas
qu'il ne faut pas aimer les autres nationalités. Mais c'est le devoir du patriotisme qui demande ça. Vous voyez. Donc, nos intellectuels, au-delà de changer les textes constitutionnels pour diriger le pays et tout, il faut qu'un travail de fond sur l'histoire, la connaissance et comment on appelle ça, le développement de conscience de la conscience personnelle, l'éveil de la conscience, le patriotisme, il faut que ça soit développé. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis, les petits enfants dès bas âge. À partir de la maison, vous leur dire que parents togolais, non, I'm from Togo, je viens du Togo. L'enfant commence par aller à l'école, il revient à la maison, il te dit que non, il n'est pas togolais, il est américain. Ça veut dire quoi? Ça, on leur enseigne ça depuis l'école, dès bas âge. C'est ce qu'il nous faut faire. Et c'est là, c'est à partir de là que nos problèmes peuvent être résolus. Et tout récemment, pour la CEDEAO, le Bénin, le Mali est dans les problèmes. C'est vous, les autres pays de la CEDEAO, qui disent, surtout le Burkina Faso que vous évoquez, tu as les mêmes problèmes que le Mali. Le Mali est en train de trouver des solutions. C'est toi qui passes derrière pour dire que non, la solution là, elle n'est pas bonne. Alors que toi, tu ne proposes rien. Le Niger a les mêmes problèmes que le Mali. Le président malien dit que non, vous devez remercier la France qui 10 ans n'a pas donné de résultats. C'est incompréhensible, hein. C'est incompréhensible, pur et simple. On ne peut pas comprendre ça. Et ça, c'est parce que nous ne nous connaissons pas assez. Nous ne nous affirmons pas en tant que Africains et identité personnelle. Voilà. Merci. C'est pour ça que je vais intervenir. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Le téléphone est en feu en ce moment du côté d'Afro Web TV. Nous allons encore recevoir un autre auditeur qui attend en ligne. Téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct avec nous. Allez-y, on vous écoute. Oui. 3 minutes, s'il vous plaît. Bon, là, j'écoutais l'intervention du frère. Le seul mot que j'ai à dire à M. Christian Roch-Kaboré, c'est son courage, le courage politique. Frère, peuple burkinabé, on n'a pas besoin de coup d'État. Mais seulement qu'il faut que Roch-Kaboré sache, le peuple africain a changé de mentalité. Lui, il est né avant l'indépendance. Nous, on est né après l'indépendance. Nous, on n'a pas été colonisés. Lui, il est né pendant la colonisation. Qu'il sache, on a eu confiance en lui, on l'a mis au pouvoir, c'est pour qu'il puisse nous sortir d'affaires. Et quand on dit sortir quelqu'un d'affaires, c'est quand la situation est dure pour la personne, qu'on le sort d'affaires. Donc, un courageux. C'est ce courage-là qui manque, le courage politique. Quand je vois Roch-Kaboré en train de changer de gouvernement, le Premier ministre, il voit tout faux. Roch-Kaboré voit tout faux. C'est pas le changement d'un gouvernement, de Premier ministre, non. Il a eu la volonté politique de signer des sanctions contre le Mali. Mais c'est cette volonté politique-là qu'on lui demande tout juste de signer des accords militaires avec d'autres partenaires, russes ou chinois. C'est tout ce qu'on lui demande. Quand tu es malade, que tu vas voir un médecin pendant 9 ans et que tu ne guéris pas, attends, vas-y te faire soigner à quelque part d'autre. C'est tout ce qu'on demande. Mais je ne sais pas pourquoi Roch s'entête. Et quand tu le vois à la télé, tu le vois à pleurer. C'est pas quelqu'un. Sérieusement, il faudra qu'on cherche à comprendre. Ce monsieur, on dirait qu'il doit avoir quelque part quelque chose qu'on ne sait pas. Parce que quand on le voit à la télé, il est toujours attristé, tu le sens à pleurer. C'est quelqu'un qui doit être pris en otage quelque part par des personnes qui le manipulent. Sinon, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Merci. Voilà. Donc, vraiment, c'était mon grain de sel à la participation panafricaine de l'émission que vous êtes en train de faire. Et je vous encourage. Et bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous aussi. Merci de nous avoir appelés et restez toujours des nôtres. Nous allons recevoir... monsieur... Non. Juste 30 secondes. Monsieur Papou. Oui, mais je vais laisser le
Monsieur Ben Jagba, conclure d'abord et puis et on va revenir. Monsieur Ben Jagba, votre conclusion pour cette dernière partie de notre émission Avis de la diaspora. Monsieur Moïse, merci pour la parole. Je voudrais précisément remercier tous ceux qui viennent d'intervenir, surtout le président intervenant qui a parlé de voir comment pouvoir quand même négocier avec le régime dictateur de fort, avec le gouvernement de combat dont je suis le chef. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 22 février 2020, il y a eu une élection au Togo et donc le président élu, Dr Gabriel Agbebe Mensah Kodjo, est contraint d'être aujourd'hui en exil de peur pour pouvoir se sauver sa peau. Et donc nous avons un gouvernement de combat dont je dirige et peut-être c'est l'aubaine pour moi aujourd'hui de dire à toute l'Afrique et surtout au panafricanisme que l'intégrité aujourd'hui du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Togo et de tous les pays africains est pris de cette emprise colonialiste vaut aujourd'hui la renonciation aux décisions arbitraires et à quelques mains invisibles que nous tous nous connaissons. Je vous ai dit au tout début de cette assise que Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, le 28 septembre 1958, disait que nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Et c'est une phrase d'ailleurs très forte qui gagne, qui vaut le prix aujourd'hui. Et cette lutte dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous avons, pour l'intervenant qui venait de parler avant le dernier, le 14 mai 2021, nous avons adressé la coordination Monseigneur Kodjo et le gouvernement que je dirige avec le président avions adressé une lettre ouverte à Fort Gnassingbé. Et Dieu m'a très bien fait cette lettre. Et copie était aussi donnée aux institutions internationales et au groupe des 5. Nous leur avons quand même donné le choix de dialogue. Et d'un dialogue franc et sincère. Ils n'ont pas voulu quand même répondre à nos aspirations qui sont aujourd'hui les aspirations du peuple togolais. Et ces aspirations, comme vous le connaissez, ont été manifestées par l'élection du docteur Gabriel Agbebe Mensah Kodjo au pouvoir. L'intervenant qui vient de parler a parlé d'un problème de leadership en Afrique en quelque sorte. Je vous ai dit en fin 2005, j'habite aux États-Unis, je travaille pour une grande institution internationale américaine d'investigation. Je ne vais pas dire le nom, c'est un nom de 3 lettres, et vous devez le savoir. Et donc, j'avais vu, personnellement, j'ai vu des documents concernant le Mali. Et en 2006, en avril 2006, j'étais au Mali, parce que ma belle famille est malienne. J'étais au Mali et 2 jours après, effectivement, la scène telle que décrite s'est passée. C'était la toute première fois qu'on avait parlé des terroristes au Mali. C'est pour nous dire que tout est décidé en dehors de l'Afrique. Donc, il y a un problème de leadership. Nous nous laissons dans ce dictat que nous imposent certains pays. Et je dis aussi que c'est un problème de leadership parce que, comme le disait le tout dernier intervenant, ce qui se passe en Afrique
doit nous inquiéter. Aujourd'hui, il a parlé de l'élite africaine. L'Afrique en regorge autant en Afrique et dans la diaspora. Je ne connais pas trop ce qui se passe en Europe, mais aux États-Unis, j'ai été fonctionnaire public et je sais ce que c'est. Quand tu veux devenir riche en Afrique, il faut travailler pour le gouvernement. Mais aux États-Unis, où j'habite, quand tu deviens riche, soit tu formes ta compagnie, ou bien tu pars travailler pour une compagnie, et non étatique d'ailleurs. Donc c'est un problème de leadership. Donc c'est pour nous dire jusqu'où l'Afrique a besoin d'un renouveau absolu du système dans lequel nous avons été plongés depuis de belle lurette. Et en conclusion, je voudrais quand même nous dire, nous demander, et nous le savons tous, que quand nous avons une maman qui est sourde, il faille qu'on crie 2 fois plus fort pour qu'on s'assure ou bien on se sécurise notre lait matinal. Et c'est le moment pour moi d'en appeler à Faure Gnassingbé du Togo, qui est à son 4e mandat, à Christian Kaboré, à Alassane Ouattara, pour ne citer que ceux-là pour le moment, que la porte est largement ouverte. Et c'est le moment de laisser l'Afrique ou bien leurs pays respectifs aux compatriotes africains qui ont l'amour pour leur peuple. Et mon tout dernier mot va à l'armée républicaine africaine, qui doivent jouer leur partition. Ils ont un rôle à jouer, ils doivent le faire. Et je les salue, mais le travail qu'ils font, ou bien que l'armée africaine fait, reste beaucoup à polir. C'est le moment. Nous avons vu déjà des graines au Mali, en Guinée. Il reste encore d'autres parts du monde. Nous voulons quand même voir ces corps habillés, dignes, fiers, fils africains, de venir au secours de leurs. Je vous remercie. Merci, monsieur Ben Adjagba, acteur politique africain résident à la diaspora. Monsieur Mpapou Yambama, vous avez demandé 30 secondes. Je vais vous donner 10 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Ok, merci quand même. Non, c'était pour intervenir sur ce que les intervenants ont dit, pour montrer la pertinence de ce qu'ils ont dit. Parce qu'en réalité, dans les décisions qui ont été prises contre le Mali, c'est des décisions qui ne se sont pas appuyées sur les intérêts des peuples d'Afrique. Un exemple. Qui va payer la facture aux populations? Cette facture-là que les échanges commerciaux entre nos pays et le Mali procuraient aux populations. Nous avons tous assisté tout dernièrement à ce qui s'est passé entre le Togo et le Burkina. Quand au Togo, il a semblé avoir eu une augmentation de taxes, quelque chose comme ça, sur le transport, et les Burkinabés, les commerçants burkinabés ont boycotté le port du Togo. En quelques semaines seulement, vous avez vu ce que ça a créé comme manque à gagner. Maintenant, moi, ma question est de savoir ce que nos populations gagnaient dans leurs échanges commerciaux avec le Mali. Tout le monde sait que c'est là-bas que le bazin est importé et tout ça là dans nos pays. Qui va payer ça? Ce que l'État va perdre par rapport donc aux impôts. Ce que nos commerçants vont perdre. Est-ce que nos populations sont coupables de ce qui se passe au Mali pour qu'on les condamne à échouer, à perdre de l'argent inutilement? Donc c'est cela que j'ai juste voulu faire. Merci de m'avoir redonné donc ces quelques secondes de parole. Que Dieu bénisse l'Afrique.
Que Dieu bénisse Monsieur Ben Djagba, acteur politique qui a accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre temps. Nous sommes très satisfaits surtout également de votre présence, de votre disponibilité avec laquelle vous nous gratifiez encore une fois sur Afro Web TV. Et merci Monsieur Mpapou Yamboama, acteur, je dirais analyste politique, membre de la société civile. Vous qui avez accepté notre invitation, vous qui nous avez suivis également sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Partager avec les uns les autres, c'est ici que ça se passe, c'est nulle part ailleurs. Et on se retrouve samedi avec d'autres invités de marque, avec des qualités, avec des débats de qualité. Et c'est avec un plaisir que je serai à la mise en onde, à la présentation. Et pour votre plaisir, abonnez-vous, soutenez-nous comme vous pouvez. On est ensemble et que Dieu vous bénisse. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur